Bonjour à tous, je suis très heureux de partager avec vous dans ce 7e épisode de Brut de Capteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour recevoir toutes les vidéos ou me suivre sur la page Facebook ou encore sur le site brutdecapteur.fr. Alors aujourd'hui on va parler de la focale. Pour cela on expliquera assez rapidement ce que c'est que la distance focale sans rentrer trop dans les détails. Dans un second temps nous verrons ça de manière pratique avec des photographies. Et enfin on essaiera de savoir dans quel cas on utilisera telle ou telle focale. L'optique de kit, en général proposée sur les réflexes d'entrée de gamme, est le 18-55. Il ressemble à ça chez Canon. Donc voilà, 18 étant la plus basse focale et 55 la plus haute. Je vous montre une autre optique, le 24-70 de chez Nikon. Voilà. Et donc dans notre cas ici, bon il est un petit peu customisé, mais c'est bien un 24-70. Eh bien, la plus basse sera 24 et la plus haute 70. Pour commencer, on va voir par un schéma pourquoi on parle de focale, pourquoi on parle de distance, à quoi correspondent ces chiffres et pourquoi ils s'expriment en millimètres. Dans notre optique, il y a plusieurs lentilles et elles possèdent un centre optique. Pour faire simple, ce centre optique, c'est l'endroit où tous les rayons viennent se croiser. Et oui, parce que dans notre optique, les rayons viennent se croiser. C'est pour cela que sur notre capteur, eh bien, l'image qui vient se former est à l'envers. Alors, par un processus numérique, l'appareil photo retourne cette image, mais notre image est bien à l'envers. Et c'est pour ça que quand vous regardez à travers une optique, eh bien vous vous rendez compte que l'image est inversée. Eh bien ma focale, c'est la distance entre ma surface photosensible, donc mon capteur ou ma pellicule, et le centre optique de mon objectif. Ici, on l'appellera petit f. Lorsque vous zoomez ou dézoomez avec votre appareil, vous faites varier la position de vos lentilles. Donc, vous faites varier la position de votre centre optique, en le rapprochant ou en l'éloignant du capteur. J'obtiens donc une distance focale différente. Imaginons, sur mon schéma, que je dézoome. Eh bien, mon centre optique va alors se rapprocher de mon capteur, comme on le voit ici, et ma distance focale diminue. C'est pour cela que sur mon objectif, j'ai des petits chiffres qui m'indiquent ma distance focale. On remarque que plus je dézoome, et plus ma focale est courte. Et plus je zoome, plus ma focale est grande. Étant donné que tous mes rayons se croisent au centre optique, eh bien on va voir que la focale se traduit aussi par un angle, que l'on appelle un angle de champ. Reprenons mon premier schéma ici. Avec ma focale assez longue, mon capteur, qui fait une certaine dimension, va nous donner un angle. L'angle de champ sera un angle assez petit, comme on le voit ici. Mais si je dézoome, eh bien mon centre optique va se rapprocher de mon capteur, et donc ma distance focale va diminuer. Si on retrace l'angle de champ, eh bien on se rend compte qu'il est beaucoup plus grand que tout à l'heure. Qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, plus je dézoome, c'est-à-dire plus j'utilise une focale courte, et plus mon angle de champ sera important. A l'inverse, plus je zoome, c'est-à-dire plus j'utilise une focale longue, et plus mon angle de champ sera restreint. Alors voyons ça en image. Ici, j'ai mon objet qui se trouve au milieu de mon image, et je suis à 55 mm. Mon angle de champ est donc ce qu'il est actuellement. Je vais passer à 35 mm, et vous allez voir la différence. Ici, à 35 mm, et on voit que mon angle de champ s'est agrandi, puisque j'ai un deuxième objet qui est apparu dans le champ. J'ai donc un angle de champ plus grand. Je continue à dézoomer en quelque sorte, puisque je vais passer maintenant à 24 mm. Et on le voit ici, à 24 mm, j'ai encore un troisième briquet qui vient de rentrer dans le champ. J'ai donc encore un angle de champ plus grand. Et enfin, à 18 mm, eh bien, nous voyons qu'il y en a même un quatrième briquet qui est venu rentrer dans le champ. On a donc un angle de champ encore plus grand. Et à l'inverse, si je zoome, je repasse à 24 mm. Il me manque donc un objet, puis à 35, et enfin à 55. Et on le voit, mon angle de champ, à l'inverse, s'est rétréci au fur et à mesure que je zoome. Qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, plus j'utilise une longue focale, et plus je réduis mon angle de champ. A l'inverse, plus j'utiliserai une focale courte, et plus mon angle de champ sera important. Cela nous montre aussi que plus ma focale est grande, et plus les objets dans ma photographie vont prendre de l'importance. Rappelez-vous, à 18 mm, mon premier objet était plutôt petit dans mon image. Il faisait d'ailleurs plus office de détail qu'autre chose.
En revanche, à 55 mm, eh bien, il était beaucoup plus grand. Et maintenant, il fait plus office de sujet. Cela m'amène à vous parler de comment utiliser les différentes focales. En paysage, nous aurons souvent besoin d'un très grand angle de champ pour avoir un maximum de choses dans nos images. On travaillera en règle générale sur des focales comprises entre 10 et 35 mm. On utilisera en revanche des focales plus longues pour le portrait, entre 50 et 135 mm, souvent afin de réduire notre angle de champ pour isoler un peu plus notre sujet, mais aussi pour des questions de déformation. En effet, le grand angle ne se prête pas très bien au portrait. Il a souvent tendance à allonger les visages. C'est ces fameux selfies pris avec des portables qui nous donnent souvent en contre-plongée des têtes énormes par rapport à la taille de nos corps. Voilà, je vous en montre un. Bon, pour ma défense, cette photographie a été prise avec un 8 mm Samyang, donc un fisheye. C'est vraiment du très très grand angle. Merci Guigui, j'oublierai pas. Alors, c'est un peu poussé à l'extrême, mais c'est pour vous montrer à quel point ça nous fait des têtes de chèvre. Allez, je vous la remets juste pour le plaisir. Comme ça, je vais bien passer pour un âne. Voilà. Et enfin, les photos de sport ou les photos animalières, on utilisera des focales très longues, entre 100 et 600 mm, pour les focales les plus longues. Et on peut aller jusqu'à 800 ou même 1200 mm. Pour la plupart d'entre vous, vous n'avez peut-être pas la chance d'aller jusque-là, et c'est normal. Vous avez certainement une optique grand angle ou un transstandard allant à un maximum de 135 mm, pour les plus chanceux. Mais pas de panique, on ne photographie pas les oiseaux non plus tous les jours, vous n'en avez pas forcément besoin. Vous l'avez donc compris, la focale est un choix. Vous ne devez donc jamais la subir. On voit trop de débutants qui jouent avec la bague de leur objectif. Et oui, qu'est-ce que fait le débutant en règle générale? Lorsqu'il a une photo de famille à prendre par exemple, il va se mettre à une certaine distance de ses sujets et il va mettre l'œil dans le viseur. Puis il va faire mumuse avec la bague de son objectif pour faire le cadrage de sa photographie au mieux. Et c'est une erreur. Prenez l'habitude de choisir votre focale et ensuite reculez ou avancez par rapport à votre sujet. Gardez en tête que la focale ne doit jamais être subie et toujours rester un choix. Et vous verrez dans la vidéo de la semaine prochaine sur la profondeur de champ que ce conseil prendra tout son sens. La voie royale pour un débutant, c'est donc de commencer avec ce que l'on appelle une focale fixe. En voilà une par exemple. C'est une très bonne école pour commencer puisque vous ne pouvez pas zoomer ou dézoomer. C'est donc très formateur. Vous serez obligé de vous adapter en permanence et de trouver des angles différents pour créer des photos originales. On dit souvent qu'il faut passer 1 an avec une focale fixe sans jamais changer d'objectif. Je trouve que c'est très très bon et que c'est un exercice excellent. Si je devais vous conseiller d'ailleurs, je partirais selon moi sur un 35 mm pour les détenteurs d'un appareil photo APS-C et pour un 50 mm pour les heureux détenteurs d'un plein format. Les versions 1.8 de ces optiques sont souvent pas très chères. Et c'est aussi l'avantage des focales fixes. Pour info, le 35 mm 1.8 de chez Nikon, la version DX série G, se négocie à 120-130 € et un tout petit peu moins pour le 50 mm série 1.8 qui va se négocier à une centaine d'euros. Et neuf, ils valent tous les deux moins de 190 €. Voilà, maintenant vous savez tout sur la notion de focale et vous êtes prêts pour la vidéo de la semaine prochaine. La rubrique à retenir. Si on devait retenir une seule chose de cette vidéo, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, on devrait se rappeler de la notion d'angle de champ. Car on a vu que selon la focale utilisée, eh bien, on obtenait un angle de champ plus ou moins grand. On a vu aussi qu'on utilisait certaines focales pour certains types de photographies. On a compris que la focale devait rester un choix, et on a vu qu'il était important de s'adapter en fonction de ce choix. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que tout était clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires en dessous de la vidéo, j'essaierai d'y répondre. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et me retrouver sur la page Facebook. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. On parlera de profondeur de champ. Ça sera une vidéo rouge. Bonne semaine à vous et n'oubliez pas, partageons. Si ça t'a pas suffi, tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.